Bonjour ma belle Maud, ça va très bien, ça va très bien. C'est l'été, donc qui va bientôt commencer, donc c'est toujours très agréable, surtout pour les jours qui rallongent, la nature qui explose et tout ça. Oui, ça Surtout, fait du bien. surtout chez vous, hein, après votre grand hiver. Oui, on n'a pas été chanceux, là. On a eu un printemps difficile puis un hiver très difficile aussi. Mais là, on dirait que le beau temps s'installe. On est content. Les alchimistes commencent à travailler, les herboristes aussi. Puis l'été aussi pour toi, c'est une période charnière parce que je pense que tu viens souvent au Québec faire des ateliers. Oui, je viens souvent au Québec parce que je suis née au Québec. J'ai eu cette chance. Donc, j'ai la chance d'avoir cette double nationalité. Et comme j'adore le pays de ma naissance, mais j'ai deux de mes enfants sur trois qui sont partis vivre et s'établir au Canada. Donc, tu vois, je viens souvent parce qu'une partie de mon cœur se trouve de l'autre côté de l'océan. Voilà. Alors, bah, et je viens souvent pour donner toutes sortes d'ateliers, en fait, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir, si je puis dire, quelques cordes à mon arc. C'est-à-dire que dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance d'avoir un grand kabbaliste sur mon chemin qui est Monsieur Georges Laï, qui est devenu un ami. Et donc ça, c'est vraiment un kabbaliste qui a une réputation, on peut le dire, mondiale dans son domaine, parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très incroyable. Avant l'arrivée de l'IA, c'était quelqu'un qui était capable vraiment de traduire les anciens textes en araméen, même en babylonien. Et à l'époque, c'était une des seules personnes au monde qui était capable de faire ça. Et donc, ça apportait, si tu veux, un éclairage particulier dans ses travaux, puisqu'il était capable de se relier toujours à des textes fondateurs, à des textes anciens qui parlait en fait finalement de cette connaissance que on partage encore de nos jours. Et donc moi j'aime bien toujours avoir comment dire un référent dans des textes fondateurs et pas la traduction de la traduction de la traduction de la traduction de la traduction. Je trouve que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui part du texte pour vous en donner l'ouverture. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir cette particularité qui est la mienne, c'est-à-dire de partir en général de textes anciens, de pratiques anciennes, d'aller voir vraiment de se soucher, si on peut dire, à des traditions qui existent pour pouvoir réinventer certaines choses. Mais en tout cas, au départ, de partir de quelque chose qui est vraiment dans la matière, qui a été éprouvé, qui a été testé, qui a été on pourrait dire expérimenter pour pouvoir en comprendre les principes et pouvoir moi-même par la suite faire autre chose, si je puis dire, Et avec... tu te débrouilles quand même très bien en latin puis en grec. Ah Et oui, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Quand j'étais jeune, je faisais 9 heures de latin et 6 heures de grec par semaine. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir cette curiosité, cette ouverture sur les anciennes légendes, sur les anciens mythes, et de comprendre que parfois, ce ne sont pas que des légendes ou que des mythes, qu'il y a parfois ou des clés opératives ou même des clés de transformation intérieure qui se trouvent à l'intérieur de tout ça. Et donc, c'est ce qui a permis d'enrichir mes pratiques. Puisque tu le sais aussi, puisque toi tu es alchimiste aussi, que dans l'alchimie, il faut comprendre les mythes et les légendes. Il faut comprendre, non pas parce que, euh, comment dire, ce pourquoi il faut les comprendre, c'est parce que ça nous donne une manière analogique de comprendre les choses. C'est-à-dire que ça nous permet, au travers d'une notion, de la comprendre à plusieurs niveaux. Et quand ouais. on travaille en alchimie, ce n'est que ça, c'est de comprendre toujours les choses avec un point de vue différent, qui converge à chaque fois vers un centre, mais qui nous oblige toujours à, comment dire, changer notre point de vue sur les choses pour aller plus loin, pour comprendre autrement, pour aller ouvrir d'une manière différente ce qui est là devant nos yeux.
Oui, ben c'est ça, c'est comme des lunettes. En fait, le langage, on se rend C'est compte que ça. la linguistique, surtout dans les textes sacrés, c'est vraiment, ça te permet de tourner la conscience vers quelque chose qui est ancien, qui est oublié, qui est primordial, puis qui est au cœur du langage, qui est hyper instinctif. Puis ça, quand on étudie une langue, on essaie de percer les mythes, c'est là qu'on se rend compte de cette vision-là qui est extraordinaire et que seulement les personnes qui sont intéressées dans les textes anciens peuvent ouvrir ces portes-là. Donc, Georges Laï a été une porte pour toi sur un autre monde, mais tu possédais déjà quand même beaucoup de clés. C'est-à-dire que, bon, tu le sais aussi, hein, je veux dire, quand on se met à l'alchimie, il faut pas croire qu'on met de la poudre de fée et que tout d'un coup, voilà, tout va apparaître tout cru dans nos mains. Il faut qu'on travaille un peu et c'est vrai que moi je suis une travailleuse, c'est-à-dire que j'ai bien entendu un côté ouvert, un côté sensitif, un côté très connecté à mon intuition, mais je suis aussi une très grande travailleuse. Donc, ce qui fait que je vais travailler, je vais tester des choses, je vais expérimenter des choses, et c'est ce qui m'a permis, évidemment, de trouver des clés. Ne pas avoir peur de se tromper, et puis pouvoir se lancer dans l'expérience sans attendre d'un résultat particulier, puisque le merveilleux apparaît toujours dans l'inattendu. Eh bien, c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir certaines clés, de pouvoir d'essayer de les transmettre du mieux que je peux pour que vous puissiez vous aussi vous mettre sur votre chemin. Oui, j'aimerais que les gens ne se trompent pas. Au début, quand on rencontre Nathalie, on a l'impression que tout est facile, mais finalement, quand on se met au labeur, qu'on met en pratique ces ateliers, on se demande comment elle a trouvé tout ce temps pour parvenir à autant de résultats et de produits. Parce que juste un élixir ou l'étude des runes, je veux dire, j'ai commencé l'étude des runes en 2016. Je n'ai pas pris encore le cours de Nathalie. C'est le cours que je vais prendre prochainement. Mais généralement, quand on étudie avec Nathalie, ça prend environ peut-être 3, 4, 5 ans à être à l'aise avec son matériel, mais elle, elle le maîtrise comme ça. Fait que je me demande comment tu fait pour... ça paraît facile, ça paraît tellement facile qu'on se dit, ben, je vais le faire, puis ça va fonctionner. Enfin, je pourrais même mettre mes services auprès des gens, puis ça va fonctionner tout de suite. Puis dès qu'on se met en fait au labeur, on se rend compte qu'il y a tellement de difficultés, d'obstacles que ben, c'est impossible. On peut pas briser une étape. Il faut vraiment s'asseoir après les cours de Nathalie, les digérer, les mettre en pratique, puis essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais Mais tu présentes ça, puis ça a l'air tellement facile. Ça a l'air facile quand tu le présentes. Mais c'est une alchimie intérieure, hein. Bon, bah, c'est sûr que moi, quand vous me voyez comme ça, j'ai quand même 60 ans, donc je veux dire, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, j'ai pris beaucoup d'après-midi, beaucoup de week-ends, de fin de semaine à essayer de comprendre, à mettre des pièces de puzzle. Et ce que j'aime, c'est de pouvoir le transmettre d'une manière ludique, mais c'est sûr que je ne peux pas vous économiser, entre guillemets, certaines étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va à la rencontre du secret de la vie, on ne peut pas faire ça comme ça. Parce Non. que sinon, on va se brûler les ailes. Sinon, on va passer à côté de l'expérience. Parce que quelque part, euh, je réfléchis, et je ris toujours sous cape, entre guillemets, dans le fait que souvent, quand je donne un cours d'alchimie et que justement, comme tu le dis, on a l'impression que c'est facile, beaucoup de gens vont trouver mon mari et disent, c'est pas, elle nous a pas tout dit, hein, parce que ça peut pas être aussi facile. Et donc, quelque part, c'est ça aussi. Si vous ne passez pas par l'incorporation à l'intérieur de vous des notions que j'aurais grand plaisir à partager avec vous, que ce soit au niveau des runes ou au niveau de l'alchimie, eh bien, il y a quelque chose qui reste superficiel et qui fait que on va se dire, c'est pas ça qu'on cherche, parce que c'est pas rentré, ça n'a pas été digéré, ça n'a pas ouvert son potentiel de merveille qui va faire que là, on va se rendre compte que ce qu'on cherche dans la vie, ce merveilleux qu'on cherche à toucher du bout du doigt, eh bien, c'est à la fois simple et à la fois ça demande à ce que ça se dépose à l'intérieur de nous.
pour ouvrir tout ce que les potentialités de ce merveilleux portent en elles. Tu vois? Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le paradoxe. C'est que si, j'espère que si vous venez m'écouter, vous allez trouver ça ludique et très simple. Et c'est vrai que c'est le paradoxe parce que quand vous allez retrouver, vous allez vous retrouver face à vous-même et avec l'expérience, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça va vous demander un peu de travail. C'est définitivement. Puis en même temps, c'est ce que j'apprécie de ton travail parce qu'on rentre dans un espace qui est sacré, hein. Tu tires le voile, tu nous montres c'est quoi ce monde-là, cet univers-là qu'on peut plonger dedans. Puis une fois que l'atelier est terminé, on sait que le voile y existe, mais ça reste que retourner dans cet univers-là, dans ce monde-là, ça demande un travail qui est conscient, profond. Sinon, on a l'impression de comprendre des notions de manière intellectuelle, mais on les intègre pas à l'intérieur de soi. Moi, c'est mon expérience de tes ateliers. Fait que, un peu comme une fée, tu sais, tu nous invites dans ton espace. On sait qu'on Ouais. peut. Pas une fée, ma belle Maud. Traite-moi de sorcière, mais pas de fée. Mais les fées, moi, je les adore, les fées, j'adore leur. Mais Parce qu'il y a oui. de la joie qui émane aussi de tes ateliers. Il y a comme une légèreté, une facilité que on n'associe pas nécessairement au monde de la sorcellerie. Non, tu as raison. Tu as raison. C'est pas, c'est le côté. C'est parce qu'on a une image romantique de la, on a une image romantique de la sorcière. Et comme tu dis, la sorcière, elle a un élément feu, elle a un élément chaudron. Elle va mettre plein de choses dans justement ce chaudron de cette expérience. Et c'est vrai que j'ai un côté très fée, très mercuriel qui va être celui de vous raconter des histoires et de vous emmener sur un chemin qui va être plein de poésie et qui va vous donner envie vraiment, enfin, je le souhaite en tout cas, d'aller voir un peu plus derrière le voile. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, hein, les runes que j'aurai le plaisir de venir donner le 20 et le 21 septembre à Lévis. Les runes, dans, dans leur signification au départ, ça veut dire secret. Donc, tu vois, il y a un secret à aller trouver. Maintenant, c'est sûr que les secrets, maintenant, c'est plus très à la mode. On se dit toujours un secret, non, on veut plus de secrets, il faut percer les secrets, il faut aller vraiment les dévoiler, les mettre en pleine lumière. Mais les secrets, comme tu l'as très bien dit, par son étymologie, c'est relié au mot sacré. Il y a quelque chose qu'il y a à ouvrir dans le sacré et on ne peut pas l'ouvrir, je veux dire, comme des hussards, tu vois, en se disant, oui, je vais ouvrir et aller voir cet espace sacré comme ça. C'est pas possible. Il faut y aller en se mettant en accord avec cette voix sacrée, en y allant calmement et petit à petit découvrir le merveilleux de ce sacré, tu vois. Et donc, c'est pour ça que les runes, elles sont à ouvrir de cette manière-là, puisqu'elles dévoilent un secret. Elles dévoilent un secret qui a lieu, qui tient à nos origines, qui raconte une histoire du monde qu'on a peut-être oubliée et qui est là et que on peut aller tester, on peut aller toucher du doigt et qui va profondément impacter ce que l'on est. Est-ce que c'était une voix qui était considérée plus féminine, ce type Oui, hein, de parce que personnage? la voix des runes, c'est la voix de la Volva, justement. La voix de la Volva, c'était cette sorcière du Nord, en tout cas, dans le sens où sorcière, c'était celle qui comprenait le sort, le destin, ce qui comprenait, celle qui comprenait l'âme du monde, les messages de l'âme du monde. Et les runes, tout au début, n'étaient pas utilisées pour lire, pour comprendre des textes. C'était vraiment une sorte de murmure de l'âme du monde que la Volva avait cette capacité à comprendre et qui était en fait, on pourrait dire, sa magie, c'était de comprendre ce que les runes avaient à nous chuchoter et ce qu'elles partageaient avec nous. Et c'était vraiment une voix très féminine, puisque au départ, c'était juste Freya, cette déesse vanne nordique qui représente l'amour et tout ça, la nature, vraiment, qui est une déesse un peu à part du panthéon nordique. Et c'était juste elle qui comprenait le murmure des runes, à tel point que Odin a dû rester pendu pendant 9 jours à l'arbre de l'Yggdrasil et même passer par un état de mort et de renaissance pour comprendre ce secret.
Donc, tu vois, c'était, ça semble évidemment maintenant, quand on voit les runes ont l'air très masculines, attachées à toute cette mythologie nordique, mais il y a une mythologie derrière cette mythologie nordique qui est très féminine. Est-ce qu'il y avait, parce que je le sais qu'il y a certaines divinités dans le panthéon norse qui maîtrisent la magie, puis souvent, justement, leur identité sexuelle ou leur identité de genre devient très fluide. Est-ce qu'il y a ce lien-là entre le fait que la magie, c'est souvent un corridor où ce qui demande une certaine compréhension du féminin, hein? Puis Et oui, il faut une certaine compréhension du féminin et puis il faut être dans un état réceptif pour que la magie puisse vous toucher. c'est ce que je pense aussi parce qu'on voit dans beaucoup de mythes, en fait, que les hommes, pour atteindre un seuil potable en termes de magie, ça incluait beaucoup de sacrifices puis de torture même à soi-même, de grande dévotion pour y parvenir à ce que les plus grandes femmes, elles, avaient naturellement. Oui, parce qu'il faut être vraiment dans un état réceptif de communion avec la nature, de communion avec son intuition, que je veux dire, de base, l'homme est plus dans l'action, il va plus être dans, tu vois, dans quelque chose qui va être actif et donc qui va vouloir maîtriser directement pour pouvoir l'utiliser, alors que le Seider, qui est vraiment, qui est cette magie particulière, qui était, qui comprenait les plus grands sorts de Freya, c'est quelque chose qu'il faut écouter, c'est quelque chose qu'il faut fréquenter, c'est quelque chose qui doit nous imprégner. C'est quelque chose qui doit vraiment, tu vois, qui doit presque nous teinter comme une teinture alchimique, comme un Oui. élixir, et qui, à un moment donné, va ouvrir à l'intérieur de nous ces capacités qui sont là et qui peuvent réagir avec cette magie nordique. Comment tu as été en contact avec cette magie nordique-là? Parce que quand on lit tes livres, moi j'ai lu tous les livres de Nathalie Limoges, je suis sa plus grande fan. On voit que ça ressemble un peu au texte hermétique où il y a comme à la fois il y a une rencontre avec quelqu'un qui semble avoir des connaissances, mais on ne sait pas si cette personne-là est vraie ou elle l'est pas, hein. Comme si elle l'amène à cheminer dans ses pensées puis sa structure, mais ça pourrait être un personnage complètement mythologique, comme ça pourrait être une vraie personne qui initie, hein. Mystère? Je vous laisse le découvrir. Je vous laisse le découvrir. J'aime bien maintenir un certain flou autour de ma banshee parce que je trouve que ça fait partie, si on peut dire, de ce merveilleux. Et c'est vrai que moi, si j'ai été en contact avec toutes ces notions, c'est parce que je suis une grande rêveuse et que dans cet état qui est, je parle du rêve avec un grand R, dans ce côté, je veux dire, de passage entre les mondes, je suis une femme, dans la mythologie grecque, mon chouchou c'est Mercure, hein, c'est Hermès Mercure, et donc Hermès Mercure, c'est un dieu psychopompe qui est entre les mondes, hein, c'est un dieu messager. J'ai cette teinture-là, donc c'est normal que j'avais besoin peut-être de me retrouver dans un entre-deux, moi, hein, pour pouvoir entendre tout ce que j'avais à entendre, en tout cas sur cette mythologie nordique et sur les informations qui font ma voix. Je comprends. L'équivalent de Hermès dans la mythologie nordique, ça serait laquelle? C'est pas toujours aussi facile parce que tu as un côté dans la mythologie nordique, tu as Thor qui est comme un Thor qui est quand même ce dieu qui protège, qui est à la fois, si tu veux, un dieu qui protège les êtres humains et les dieux, mais dans son côté multiforme, multitâche et dans son côté un peu, Trickster? pardon? Trickster, ben, je ne sais pas comment Oui, traduire ça. c'est ça. Oui, tout à fait. Tu as quand même Loki. Loki, Ouais. dont l'initiale commence par une rune que j'aime beaucoup, qui est la fameuse 21e rune, qui est la rune la gouze, et qui parle finalement du logos, tu vois, de ce verbe sacré qui justement est multiforme et qui nous permet de concrétiser ou de cristalliser certaines choses. Absolument. Puis
Je sais que toi, tu n'utilises pas les runes comme étant de la divination pure, c'est-à-dire que il y a comme un écho, des mondes que tu entends puis que tu peux interpréter, mais tu vas vraiment plus loin au niveau de l'utilisation des runes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, quand je viendrai vous voir avec beaucoup de plaisir, j'aurai dans mes bagages une roue que j'ai confectionnée qui s'appelle la roue de la Volva. Et donc, cette roue de la Volva, c'est une invention de mon cru. C'est d'aller cheminer sur cette roue parce que les runes sont aussi des ondes de forme. Et donc, en cheminant sur ce tapis qui est fait d'une certaine manière et qui a été consacré d'une certaine manière, eh bien, les pas, le fait de marcher, d'avoir ces pieds qui sont... les pieds, ils ont vraiment une grande signification, hein. On dit toujours que on marche son chemin. Quand on est un homme libre ou une femme libre, eh bien, on commence à parcourir la voie qui est la nôtre, sous-entendu, tant que on marche pour quelqu'un d'autre ou qu'on marche sur le chemin de quelqu'un d'autre, on est, entre guillemets, toujours à côté de sa liberté. On est presque des esclaves dans le sens où on reste attaché à des choses qui ne nous sont pas, disons, bénéfiques ou qui ne sont pas celles qui nous amènent sur notre chemin. Et donc, quand on fait ce parcours très ludique, hein, j'aurai le plaisir de vous le montrer, vous verrez vraiment, c'est une expérience très transformatrice. On chemine sur ces trous de la Volva et j'ai déjà pu observer, parce que je l'ai fait vraiment un certain nombre de fois, je dois être bien à plus d'une centaine de fois sur ces trous de la Volva, eh bien, il y a des moments où on marche sur des runes et c'est extrêmement désagréable. Et on ne sait même pas pourquoi, hein. On ne sait même pas pourquoi parce que parfois je fais des cheminements à l'aveugle sans que les personnes aient ou puissent avoir la compréhension de la signification des runes sur lesquelles elles cheminent. Mais donc, elles ont cette capacité à réveiller quelque chose par ce cheminement qui va faire que vous allez voir que vous n'allez pas être la même personne quand vous allez commencer ce cheminement au cœur de cette roue et quand vous allez en sortir. Et j'aurai le plaisir d'en faire l'interprétation par rapport à votre chemin de vie. Oh, ça c'est intéressant, t'as piqué ma curiosité. Oui, pour avoir travaillé avec des runes, en effet, il y a des runes qui sont pas compatibles ou peu agréables, là. Puis c'est propice à chaque personne. Il y a chaque individu va avoir des réactions complètement différentes par rapport aux runes. Il y a des runes que les gens associeraient de base à de la malchance qui, pour d'autres personnes, fonctionnent vraiment bien. Ça fait écho à quelque chose d'autre et bien évidemment l'inverse. Tout à fait, tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire que les runes, comme notre réalité, sont duelles et donc elles ont pour chacun un côté qui fonctionne ou qui est agréable ou qui est positif et pour tout le monde, elles ont un côté négatif ou en tout cas plus pesant, plus grave, qui vont aller toucher des choses qui, dans notre parcours, vont venir en écho. Quelle est ta rune préférée, si t'en avais une? Si j'avais une rune préférée, mais je les aime toutes, hein, mais vraiment j'aime beaucoup la 21e, qui est cette fameuse rune Lagouze. Ah, c'est vrai que je t'associe, j'ai cette habitude-là de t'associer à cette rune-là aussi. Une très belle rune. Merci beaucoup, Nathalie, de prendre le temps de discuter de ton parcours en tant qu'alchimiste. Mais j'aime beaucoup dire femme mystique parce que tu as tellement de domaines de travail que c'est dur après ça de juste te piner ou de te catégoriser à un seul endroit. Ben, j'étais ravie de discuter avec toi et je me réjouis vraiment de venir à Lévis au mois de septembre. Excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir.